Allons bon, je sens que je vais encore être désagréable. Laissez-moi 2 secondes pour m'éclaircir la voix et les idées, et profitez-en pour taper dans votre moteur de recherche algorithme de Babylone et méthode de Héron. Ça y est? Je suis sûr que vous avez trouvé des énoncés du style de celui-ci. Soit grand A un réel positif, soit AN la suite définie par A0, et pour tout entier N, AN plus 1 égale 1,5 de AN plus grand A sur AN. Alors la suite AN converge vers la racine carrée de grand A. Ce résultat fournit un algorithme de calcul approché des racines carrées utilisé par les anciens babyloniens il y a 37 siècles et énoncé par Héron d'Alexandrie au 1er siècle de notre ère. Cela justifie bien qu'on l'appelle algorithme de Babylone, ou bien méthode de Héron, non? Et pourquoi pas algorithme de Babylone-Héron, tant qu'on y est? Bon, comme il va bien falloir faire un choix, je vais parler de méthode de Héron. C'est ce qui me paraît le moins illégitime. Que l'on rappelle l'ancienneté de la méthode par son nom, je suis totalement pour. Alors, qu'est-ce qui me chagrine en dehors de mon mauvais caractère? D'abord, l'énoncé que vous voyez n'aurait certainement pas été écrit il y a ne serait-ce qu'un siècle, a fortiori il y a 19 ou 37 siècles. L'écriture algébrique indicée d'une suite, la définition itérative, le quantificateur, la limite, tout cela ne date que d'une centaine d'années. Ensuite, les Babyloniens n'ont jamais énoncé explicitement la méthode. On a retrouvé chez eux des tables de constantes avec des valeurs liées à des racines d'entiers qui laissent croire que cet algorithme a pu être utilisé sur ces 2 ou 3 premiers pas. De plus, parmi les anciens, les Indiens ont eux aussi peut-être utilisé le même algorithme plusieurs siècles avant Pythagore. Alors, pourquoi ne l'appelle-t-on pas méthode de Bodhayana ou d'Apastamba? Voici les premiers pas pour grand A égale 2, en partant de 1. La valeur pour n égale 3, en bleu, est celle des Mésopotamiens ainsi que des Indiens. Oh, ce qui me gêne le plus, c'est qu'au fond, on ne sait pas ce que ces gens pouvaient avoir en tête quand ils calculaient des approximations par cet algorithme. Une justification intuitive? Oui, certainement. Mais on ne peut que jouer aux devinettes, conjecturer des explications en fonction de ce qu'on suppose qu'ils avaient l'habitude de faire. Je vais vous exposer quelques-unes de ces conjectures. Mais avant, voici les 2 explications qui nous viennent à nous à l'esprit et qui ne peuvent pas être les bonnes. La méthode de Newton est en un sens la meilleure méthode pour trouver les racines d'une équation f de x égale 0 quelconque. Elle a été anticipée par les Arabes au XIe siècle et développée en Europe plus tard. C'est Wallis qui en a parlé le premier et Simpson qui l'a énoncé clairement en 1740. Je vous le raconte ailleurs. Très bien, mais les calculs de racines ont commencé bien avant la résolution d'équations plus générales. Justifier la méthode de Héron comme cas particulier de la méthode de Newton est certes correct mathématiquement, mais c'est un anachronisme complet. Disons que vous ayez déjà trouvé une approximation petit a de racine de grand A. Cela signifie que la différence grand A moins petit a au carré, notée h, est petite. Vous savez bien que le développement limité de racine carrée de 1 plus x à l'ordre 1 est 1 plus 1,5 de x. Faites votre calcul, vous trouvez que racine de a2 plus h est proche de a plus 1,5 de h sur a, et vous retombez sur le même algorithme. Encore une fois, anachronisme complet.
Oui, c'est vrai, les Babyloniens savaient que la racine de A2 plus H est proche de A plus 1,5 de H sur A. Mais certainement pas à cause d'un développement limité. Celui-ci ne date que du XVIIe siècle. Comment les Babyloniens raisonnaient-ils? Probablement par découpage de figures. Ce serait cohérent avec leur traitement des équations algébriques. Je vous en parle ailleurs. Disons que le grand carré est de surface grand A et que vous avez une approximation par défaut, petit a, de racine de grand A. Vous pouvez inclure un carré bleu de côté petit a dans le grand carré. Quelle longueur faut-il ajouter à petit a pour atteindre le côté du grand carré? Eh bien, cette longueur multipliée par petit a est la surface du rectangle vert. Deux rectangles verts ajoutés au carré bleu valent grand A, si vous négligez la surface du petit carré rouge. Donc, il faut ajouter à peu près grand A moins petit a carré sur 2 petit a. C'est exactement la même chose que le développement limité précédent, mais avec seulement des découpages. La tablette que vous voyez ici est une star. Oh, c'est principalement à cause d'elle qu'on parle d'algorithme de Babylone. En haut à gauche, on lit 30, qui est le côté du carré. Sur la diagonale, on lit 1, 24, 51 et 10. En dessous, 42, 25, 35. Ce sont des écritures sexagésimales. Il faut prendre le côté du carré écrit 30 égale à 1,5. La diagonale du carré de côté 1,5 vaut 1 sur racine de 2, dont l'inverse est racine de 2. Eh bien, les valeurs données ici pour 1 sur racine de 2 et racine de 2 ont une précision inférieure à 10-6. Et le problème est que rien ne dit comment ces approximations ont été obtenues. La tablette YBC 7289 est probablement une tablette d'apprenti scribe, un brouillon d'écolier si vous voulez. L'approximation de racine de 2 vient d'une table de constantes, et nous n'avons pas le moyen de la relier directement à la suite des approximations de la méthode de Héron. La quatrième valeur de la dite suite, 577 sur 408, n'a pas de développement fini en sexagésimal. Tout ce que nous pouvons conclure, c'est que le début du développement sexagésimal de 577 sur 408, comme de racine de 2, est bien 1, 24, 51, 10, comme vous le voyez. Cette tablette-ci est du même type que la précédente. Elle porte un heptagone sur cette face-ci, un hexagone sur l'autre. Pour chacun des deux, un nombre est marqué, qui est la surface en fonction du rayon. Là encore, la constante de proportionnalité entre la surface et le carré du rayon est issue d'une table de constantes. Pour l'heptagone, rien ne permet de dire par quel raisonnement la constante a été trouvée. Pour l'hexagone, le lien est plus direct. La surface d'un hexagone pour un côté de longueur 1 est 3,5 de racine de 3. Celle d'un triangle équilatéral est racine de 3 sur 4. Dans toutes les tablettes où apparaissent des problèmes d'hexagones ou de triangles équilatéraux, on retrouve des constantes qui reviennent à prendre 7 quarts comme approximation de racine de 3. Or, 7 quarts est bien la seconde itération de la méthode de Héron en partant de 1 pour le calcul de racine de 3. Chez les Indiens, bien avant Pythagore, la religion védique avait codifié les usages géométriques pour la construction des autels destinés aux cérémonies. Ces enseignements religieux ou sutras s'appellent des Shulba Sutras, le mot Shulba signifiant corde. Voici ce qu'on lit dans les Shulba Sutras à propos de la diagonale d'un carré.
La diagonale d'un carré double sa surface. La mesure doit être augmentée d'un tiers et d'un quart diminuée d'un 34e. Ceci est la diagonale. En clair, l'approximation de Bodhayana est le troisième terme de la suite de Héron, près d'un millénaire avant Héron. Remarquez que si vous omettez le dernier facteur, 1 moins 1 sur 34, vous obtenez 17 douzièmes, qui est le terme précédent de la même suite. Cela fait tout de même des indices sérieux en faveur de la méthode de Héron. Mais est-ce vraiment la seule explication possible? Un historien des sciences indien en a proposé deux autres. Celle-ci est un découpage de figures analogue à celui des Babyloniens, et bien dans l'esprit de la construction d'autels de briques. Gardez à l'esprit que tout au long des Shulba Sutras, on découvre la construction d'autels de formes diverses, la plupart utilisant des centaines de briques. Imaginez les deux dessins que vous voyez comme construits avec quelques centaines de briques. Vous partez de deux carrés de même surface, ABCD et PQRS, et vous voulez répartir les briques de PQRS autour du carré ABCD de manière à doubler sa surface. Les morceaux verts ont pour largeur un tiers, les morceaux rouges ont pour largeur un quart de ce tiers. Voici déjà les deux premiers termes de la formule de Bodhayana. Et le dernier terme consiste à corriger le petit carré gris en haut à droite. Pour vous aider à comprendre la deuxième explication qui va suivre, et vous convaincre du fait qu'elle était tout à fait à la portée des anciens hindous, revoici la même figure, mais cette fois-ci avec des petites briques carrées. Le carré initial bleu est de côté 12. Il y a donc 144 briques bleues. Nous avons rajouté autour 144 autres briques, des vertes et des rouges. Total 288. Plus une brique grise en haut à droite, 289. Et 289, c'est 17 au carré. Donc 17 au carré, c'est 2 fois 12 au carré plus 1. Et d'où l'approximation de 17 divisé par 12 pour racine de 2. Nous touchons là un objet important. L'équation de Pell-Fermat. Étant donné un entier A, comment trouver deux entiers U et V tels que U2 moins AV2 égale 1? Cette équation est une des plus importantes de l'histoire de l'arithmétique. Si A est un entier qui n'est pas un carré parfait, elle a une infinité de solutions. Et comme je vous en ai déjà parlé, je n'insiste pas. Quel rapport avec l'approximation de racine de grand A? Vous le voyez au-dessous. Si U et V sont solutions, alors U sur V est une approximation rationnelle de racine de A. Et cette valeur est même la plus proche possible pour un dénominateur donné, au sens où U sur V au carré ne diffère de A que de 1 sur V2. Tenez, essayez avec les premières valeurs de la suite de Héron pour racine de 2. La première est 3,5, et 3 au carré moins 2 fois 2 au carré égale 1. La suivante est 17 douzièmes, 17 au carré moins 2 fois 12 au carré égale 1, nous venons de le voir. Et ensuite, le premier à résoudre les équations de Pell-Fermat dans le cas général, tout au moins le premier dont on ait gardé trace, c'est Brahmagupta. Il a écrit une règle qui permet de fabriquer à volonté des solutions. Voici cette règle en écriture moderne. Si U1V1 et U2V2 sont deux solutions, on en fabrique une nouvelle en posant
U1 U2 plus A V1 V2 comme plus grand terme, U1 V2 plus V1 U2 comme plus petit terme. Allez, on essaye. Partons de U1 égale U2 égale 3, V1 égale V2 égale 2. Eh bien, on trouve 17 et 12. Itérons une fois de plus. U1 égale U2 égale 17, V1 égale V2 égale 12. On tombe sur 577 et 408, l'approximation de Bodhayana. Mais au fond, qui nous dit que la règle de Brahmagupta n'a pas été inventée bien avant lui? Ah, enfin, Héron d'Alexandrie. Je vous parle ailleurs de ces machines étonnantes, de ces automates perfectionnés, de ces mesures précises. Mais ce qui lui vaut d'être la vedette de cette histoire, c'est un tout petit passage dans ses métriques. Il vient de donner la formule pour calculer l'aire d'un triangle en fonction de ses côtés. Et cette formule implique l'extraction d'une racine carrée. Dans son exemple, le nombre dont il faut extraire la racine est 720. Voici le passage. Alors, puisque 720 n'est pas un côté exprimable, nous prendrons le côté avec une très petite différence ainsi. Puisque le carré le plus proche de 720 est 729 et qu'il a 27 comme côté, divise les 720 par le 27. Il en résulte 26 et 2 tiers. Ajoute les 27, il en résulte 53 et 2 tiers. De ceci, la moitié. Il en résulte 26 et un demi et un tiers. En effet, les 26, un demi et un tiers par eux-mêmes, il en résulte 720 et un 36e, de sorte que la différence est une 36e part d'unité. Je vous laisse vérifier que la suite de Héron pour grand A égale 720 et petit a égale 27 donne bien 26, un demi et un tiers au premier pas. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait qu'il s'agit bien d'un algorithme itératif, Héron dit: et si nous voulons que la différence se produise par une part plus petite que 1 sur 36, au lieu de 729, nous placerons les 720 et 1 36e maintenant trouvés. Et en faisant les mêmes choses, nous trouverons qu'il en résulte une différence inférieure de beaucoup à 1 sur 36. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas de doute. Héron a bien décrit sa méthode. Il est le premier à l'expliquer, mais il ne prétend pas l'avoir trouvée. Elle était probablement déjà bien connue, au moins 3 siècles avant lui, du temps d'Archimède, et peut-être même du temps de Pythagore. Oh, tant que nous y sommes, il est possible que les Grecs aient eu un autre raisonnement pour justifier leur approximation que les arguments géométriques des Mésopotamiens et des Indiens. Les Grecs étaient de grands spécialistes des médiétés, des moyennes si vous préférez. Ils en distinguaient jusqu'à 12. Celles qui nous sont restées, la moyenne harmonique, la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique, étaient déjà bien connues à l'époque, tout comme leurs inégalités. Maintenant, regardez le cas particulier qui est en dessous. Disons encore que petit a est une approximation de racine de grand A par défaut. Alors grand A sur petit a est une approximation par excès. Et leur moyenne géométrique, qui vaut racine de grand A, est précisément ce que l'on cherche. Eh bien, la méthode de Héron consiste à prendre la moyenne arithmétique des deux valeurs. Et il se trouve que leur moyenne harmonique est grand A divisé par la moyenne arithmétique, de sorte que, après une itération, on se retrouve dans la même configuration, mais les deux moyennes arithmétiques et harmoniques se sont rapprochées de la moyenne géométrique, qui reste le but à atteindre. Puisque nous en sommes aux algorithmes grecs,
Ce manuel en contient un qui décrit la construction de deux suites récurrentes. Il est écrit par un néoplatonicien, Théon de Smyrne, environ un siècle après les métriques de Héron d'Alexandrie. Théon désigne les deux suites qu'il veut construire par côté et diagonale. Comme c'est un peu difficile à lire, voici les deux récurrences sous forme moderne sur deux suites notées Cn pour le nème côté et Dn pour la nème diagonale. Le n plus unième côté est la somme du nème côté et de la nème diagonale. Et la n plus unième diagonale est la somme du nème et du n plus unième côté. Eh bien, cet algorithme donne une infinité de solutions à l'équation de Pell-Fermat pour A égale 2. Vous voyez le tableau des premières itérations en dessous. Les lignes en bleu font apparaître les trois premières approximations de racine de 2 données par l'algorithme de Héron. 3,5, 17 douzièmes et 577 sur 408. Comme dans la plupart des histoires d'Antiquité, vous n'allez pas échapper à Liu Hui et à ses commentaires aux 9 chapitres sur l'art du calcul. Il n'a pas l'air très content, mais comme ce portrait est totalement imaginaire, allez savoir. Bref, parmi les 9 chapitres, le quatrième porte le nom de Petite largeur. Son nom vient du fait qu'il décrit des algorithmes à base de découpage de figures, exactement du type qui nous intéresse. On place le nombre produit comme dividende. On emprunte une baguette et on la fait progresser en sautant une colonne. Ah oui, parce que chez les Chinois, les calculs se font sur une table quadrillée et les nombres sont figurés par des baguettes. La baguette empruntée que l'on fait progresser indique un algorithme itératif qui procède selon les puissances de 10. D'ailleurs, Liu Wei précise: quand on dit 100, son côté est 10. Quand on dit 10 000, son côté est 100. Une fois le quotient obtenu, on en multiplie une fois la baguette empruntée, ce qui fait le diviseur. Puis on divise par ceci. Oui, pas très explicite. Gentiment, Liu Wei précise: on obtient d'abord un côté de Jia jaune. Qu'en haut et en bas soient multipliés en place l'un par l'autre, c'est qu'il est multiplié par lui-même, puis éliminé. Après avoir divisé, on double le diviseur, ce qui fait le diviseur déterminé. La raison pour laquelle on double ceci, c'est que l'on déploie à l'avance la longueur déterminée des deux surfaces vermillon, de sorte à se préparer à diviser à nouveau. Bon, je renonce à vous faire entrer dans les détails de la procédure avec les baguettes. Je vais plutôt vous montrer la figure avec les couleurs de maître Liu. Voici ce qui est fait pour calculer la racine carrée de 55 225, qui est l'un des exemples proposés. On commence par déterminer l'ordre de grandeur du résultat. Ici, c'est la centaine. Puis on trouve la plus grande centaine dont le carré soit inférieur au nombre proposé. Ici, c'est 200. Son carré est le Jia, jaune, en bas à gauche. On cherche ensuite la plus grande dizaine possible. On trouve 30. On déploie alors à droite et au-dessus les deux surfaces vermillon de largeur 30 et de longueur 200. On recommence ensuite avec les unités et les surfaces bleu-vert à droite et en haut. Comme vous le constatez, la figure de Liu Wei est essentiellement la même que celle que je vous ai déjà montrée. L'originalité du calcul chinois est qu'il extrait une par une les décimales du résultat. D'ailleurs, Liu Wei est parfaitement conscient que dans le cas où la racine n'est pas entière,
le calcul peut être poursuivi sur autant de décimales que l'on souhaite. Il dit: quoique la surface vermillon ait encore des chiffres qui seront abandonnés, il ne vaut pas la peine d'en parler. Whey ne s'arrête pas aux racines carrées, il étend l'algorithme aux racines cubiques, avec un découpage de cubes en parallélépipède. Les algorithmes d'extraction des racines carrées et cubiques figurent dans de nombreux manuels d'arithmétique sous toutes les civilisations. Je ne vous montrerai que 2 exemples. Voici l'extraction de racines carrées dans la Lilavati de Bhaskara. Oh, il n'est pas du tout immédiat d'y reconnaître l'algorithme précédent. Je vous laisse découvrir les nombreux commentaires et explications dans la version de François Pat. Après avoir ôté un carré du dernier impair, on doublera la racine, le pair étant divisé par ce double. Après avoir ôté le carré du quotient de l'impair le précédent, on posera le quotient doublé dans la ligne du résultat. Le pair étant divisé par la ligne du résultat, après avoir ôté le carré du quotient d'un autre impair, on posera le quotient doublé dans la ligne du résultat. Et ainsi à plusieurs reprises. La moitié de la ligne du résultat sera la racine. Voici le même algorithme dans le manuel de certificat d'études que je vous cite souvent. Eh oui, l'extraction de racines carrées était considérée comme un apprentissage de base. Il n'y a encore pas si longtemps. Pour les auteurs arabes, le calcul des racines carrées fait partie des opérations élémentaires que l'on n'évoque qu'à peine dans un mémoire plus sérieux. Voici par exemple ce que les frères Banu Moussa ajoutent à la toute fin de leur traité sur les figures planes et sphériques. Il nous faut décrire après cela l'approximation du côté du cube pour qu'il devienne rationnel au besoin. Nous procéderons en cela par une méthode telle qu'aucune autre approximation n'est meilleure qu'elle. C'est-à-dire que si nous voulons que l'écart entre celle-ci et la vérité soit par exemple inférieur à 1 minute ou à 1 seconde, nous en serons capables. Et l'algorithme est expédié en quelques mots. Écoutez ce qu'en dit Omar Khayyam, environ 2 siècles plus tard. Les Indiens possèdent des méthodes pour trouver les côtés des carrés et des cubes. J'ai composé un ouvrage sur la démonstration de l'exactitude de ces méthodes, et j'ai prouvé qu'elles conduisent en effet à l'objet cherché. J'ai en outre augmenté les espèces, c'est-à-dire que j'ai enseigné à trouver les côtés du carré-carré, du quadrat au cube, du cube au cube, etc. à une étendue quelconque, ce qu'on n'avait pas fait précédemment. Les démonstrations que j'ai données à cette occasion ne sont que des démonstrations arithmétiques, fondées sur les parties arithmétiques des éléments d'Euclide. Vous comprenez qu'Al-Khayyam a décrit l'extraction des racines quatrième, cinquième, etc. À partir du XIe siècle, les Arabes porteront leurs efforts sur la résolution numérique des équations polynomiales générales, et plus seulement sur l'extraction des racines. Le grand nom est, comme souvent, Ibn al-Haytham, l'auteur de l'optique et de tant d'autres travaux importants. Mais il y a eu aussi Al-Karaji, As-Samawal, Al-Kashi et sans doute bien d'autres. En Europe aussi, l'accent sera mis sur la résolution des équations polynomiales générales avec Viet, Harriot, Oughtred et bien sûr Newton. À une exception près, et elle est importante. Le paragraphe que vous voyez apparaît au début de l'Algébra de Raphaël Bombelli. J'ai consacré toute une histoire à vous raconter le rôle majeur que ce livre a joué dans l'histoire de l'algèbre. Il se trouve que ce passage-ci est important également
pour l'histoire de l'analyse. Bombelli annonce le moyen de former les fractions dans l'extraction des racines carrées. Il commence bien sûr par un peu de polémique. De nombreux moyens pour former les fractions ont été écrits par d'autres auteurs, chacun attaquant et accusant l'autre, sans propos selon moi, car chacun poursuit le même but. Alors, Bombelli décrit sa propre méthode sur un exemple. Supposons, dit-il, que l'on veuille la racine carrée de 13. L'entier le plus proche est 3, et il restera 4, qui est 13 moins 3 au carré. Il faut diviser 4 par 2 fois 3. Et ça, c'est le premier pas de la méthode de Héron. Puis Bombelli continue en rajoutant à chaque fois une division par 6. Ce que vous voyez ici est l'écriture moderne. Bombelli exprime ses calculs en mots. Mais comment justifie-t-il ce qu'il est en train de faire? Par l'algèbre, bien sûr. Il écrit racine de 13 égale à 3 plus un tanto, c'est-à-dire une inconnue, x pour nous. Il élève au carré pour arriver à 4 égale 6 tanto plus une puissance, soit 4 égale 6x plus x2. Au lieu de négliger ce x2, il l'utilise pour diviser par 6 plus x. Antonio Cataldi franchit une étape supplémentaire en écrivant le même algorithme sous forme de fraction continue. Son livre est intitulé Traité sur le moyen très court de trouver la racine carrée des nombres et règles pour s'approcher continuellement des racines des nombres non carrés, avec leurs causes et leurs inventions. Et aussi le moyen de prendre la racine cubique, appliquant le tout aux opérations militaires et autres. Ben oui, que voulez-vous, il faut bien vivre. Cataldi calcule la fraction continue racine de 18 égale à 4 plus 2 sur 8 plus 2 sur 8 plus 2 sur, etc. Dans sa notation, il faut comprendre que chaque 2 est le numérateur de tout ce qui suit. C'est la toute première écriture en fraction continue de l'histoire. Cataldi étudie longuement ces fractions jusqu'à l'ordre 15. Il en découvre les principales propriétés. Il observe que ce sont des valeurs approchées alternativement par défaut et par excès, et que la distance à racine de 18 décroît strictement. Mais évidemment, il ne parle pas de limite et n'écrit pas de fraction continue infinie. C'est encore un peu trop tôt pour cela. Il faudra attendre un bon demi-siècle pour voir écrites couramment des expressions infinies. Ceci provient de l'algèbre de Wallis que je vous cite souvent. Ce sont des expressions de pi sur lesquelles nous revenons ailleurs. Remarquez les etc. infiniment. L'expression en bas de l'image est la fraction continue de pi trouvée par Lord Brouncker. À propos, l'expression fraction continue est très malheureuse. Cela n'a aucun rapport avec la continuité. On devrait plutôt dire fraction continuée, comme en anglais. Pour la décrire, Wallis dit que le dénominateur de chaque fraction est le nombre 2 avec une fraction encore fractionnée continuellement. Bon, eh bien maintenant que vous voilà informé, à votre avis, quel nom peut-on lui donner à cet algorithme? Algorithme d'Alexandrie plutôt que de Babylone? Méthode de Bodhayana plutôt que de Héron? Après tout, faites selon votre bon plaisir. Moi, j'ai fini mon boulot.